Les grands JT dans vos maisons, Madame, Monsieur, bonsoir. La République démocratique du Congo est consciente de son statut et de sa responsabilité pour le présent et l'avenir de l'humanité face au changement climatique. Déclaration faite par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'ouverture du sommet sur le climat lundi 5 septembre à Rotterdam, aux Pays-Bas. Par ailleurs, le président congolais Félix Tshisekedi a déploré l'absence des leaders de nations industrialisées ainsi que les représentants du secteur privé qui sont de plus grands pollueurs. Ces assises organisées par le Centre mondial pour l'adaptation ont pour but de concrétiser la vision de l'initiative de l'adaptation pour l'Afrique en mobilisant 25 milliards de dollars d'investissement d'ici à 2025 pour l'adaptation au climat dans le domaine de la sécurité alimentaire, des infrastructures résilientes, des emplois verts et de la finance climatique. Dans un autre chapitre, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Cheriba Okenge, a effectué une mission officielle à Istanbul, en Turquie, dans le souci de renforcer les accords de partenariat entre les deux pays et dans le but d'améliorer le transport fluvial en République démocratique du Congo. Un lot de 20 unités fluviales a été commandé pour le compte de la société Transco, à en croire le même source rapportant cette information. Ces bateaux ne permettront pas seulement l'exploitation du fleuve Congo, mais aussi l'érection des 6 quais flottants équipés de salles d'attente, des cafétérias et restaurants ainsi que des billetteries, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Rentrée scolaire 2022-2023 dans la province d'Ituri. Aucun incident enregistré à ce premier jour de la rentrée de classe lundi 5 septembre. Les forces armées ont sécurisé des zones déjà sous contrôle de forces loyalistes. Dans son souci de garantir l'éducation des enfants, l'administration militaire a appuyé la scolarisation de certains enfants autrefois dans la rue à travers l'association de femmes au cœur du développement. Suivez. La rentrée scolaire 2022-2023 a été effective en Ituri ce lundi 5 septembre, même dans des zones où les forces ont stabilisé la situation sécuritaire, tout comme dans des zones où elles poursuivent les opérations contre les forces négatives. Dans la même veine, les enfants de la Ridi Chegui, victimes de violences armées dans cette province, n'ont pas loupé ces rendez-vous. L'éducation étant la priorité du programme d'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 20 enfants de la RI, encadrés par l'association des femmes au cœur du développement, ont repris le chemin de l'école après plus de 5 ans de répit scolaire, et c'est avec l'appui de l'administration militaire, précise la coordonnatrice de cette organisation. Tout le monde doit s'impliquer dans cette histoire. Ces enfants ne sont pas les enfants de Maman Christelle, ce sont les enfants de toute la province de toute la République démocratique du Congo. Donc nous conscientisons tout le monde à venir accompagner notre structure, notre association, afin de réintégrer tous ces enfants sur le plan social. Déjà là, ils ont oublié tout ce qu'ils ont vécu, traumatisme, ils vont à l'école. C'est déjà une bataille qu'on vient de gagner là. Occasion pour Christelle Alema d'interpeller la conscience des parents pour plus de responsabilités vis-à-vis de leurs enfants en vue d'assurer leur éducation. Nous avons demandé de l'aide de gens d'à côté, de partout. Que nous soyons nous-mêmes en mesure de résoudre nos problèmes. N'attendons pas seulement l'aide des organisations internationales. Alors, c'est comme ça que nous avons lancé la journée porte ouverte afin que toute personne vienne et voie et puis apporte son aide. Ce n'est pas seulement, je disais toujours, ce n'est pas seulement la monnaie, vous pouvez amener aussi votre aide matérielle, des uniformes, des chaussures et tout ça. Il faut dire que cette rentrée scolaire a été précédée ce dimanche 4 septembre par une journée porte ouverte au sein de l'association de femmes au cœur du développement. Question de sensibiliser la population de Bougnan sur l'importance de l'éducation.
Au Maïndombe, la rentrée scolaire n'a pas été effective dans le territoire de Kwamout suite à l'insécurité due au conflit interethnique entre les communautés Teke et Yaka. C'est ce qu'a annoncé le ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui assure en même temps la population des dispositions qui seront prises pour un début effectif de cours dans cette partie du pays. Suite à ces hostilités liées au conflit sanglant entre les Teke et Yaka, plusieurs foyers se sont réfugiés dans les territoires voisins et d'autres prennent la direction de la province du Kwilu, précisément à Bandundu-ville. Élection 2023, la production des kits électoraux sera bientôt lancée depuis Séoul, en Corée du Sud, où se trouve le siège de Miro System, entreprise ayant gagné le marché irrélatif. Le lancement sera effectué sur place par le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya Moulela, en prévision de la révision du fichier électoral. Regardez. Patricia Nseya Moulela, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, est arrivée dimanche dans la capitale sud-coréenne où elle effectue une mission officielle de supervision et de lancement de la production des kits d'enrôlement des électeurs, des cartes d'électeurs et des services connexes. Elle a présidé lundi une première séance de travail sur le briefing avec les experts de la CENI, arrivée quelques semaines plus tôt à Séoul pour organiser des activités d'harmonisation de vues sur le préalable d'avant la production des kits et la spécification technique. Ces différents matériels, selon le rapporteur, vont permettre à la CENI de constituer sa nouvelle base de données des électeurs en vue des échéances électorales de 2023. Ils doivent être à Kinshasa avant décembre, période annoncée pour le début des opérations de révision du fichier électoral. Dans un tout autre registre, après le secteur de l'aviation, le gouvernement s'est exprimé sur la pénurie de carburant pour les automobiles, insistant ainsi sur sa volonté de travailler pour éviter la rupture totale avant l'arrivée du bateau de ravitaillement ce 14 septembre. Dans un communiqué rendu public par les ministères des hydrocarbures, Jedija Fingila nous en parle. Depuis quelques jours, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, fait face à la crise de carburant avec comme effet nocif la surchauffe généralisée par le secteur des transports en commun et aussi de longues files de plusieurs stations-service. S'exprimant sur la question ce mardi 6 septembre, le ministre des Hydrocarbures justifie cette situation par la baisse sensible des stocks en essence et aussi par le fait qu'un plan de contingence a été mis en place afin d'éviter la rupture proprement dite de ces produits stratégiques. D'ordinaire, la capitale consomme plus ou moins 1100 mètres cubes par jour et la suite de cette décret, un plan de contingentement est appliqué pour assurer la ville en essence essentiellement. Dans le souci d'éviter la rupture totale, le gouvernement, en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines, s'est résolu à appliquer le plan de contingentement en vue de faire baisser de 1100 mètres cubes à 660 mètres cubes par jour la consommation en essence dans la ville, rien que pour l'essence ainsi que les jets. En ce qui concerne les jets, le navire assurant le ravitaillement est à quai de Banana réceptionné par Saucir depuis samedi 3 septembre. La cargaison devra remonter à Ango, aux environs de Matadi, pour son acheminement vers Kinshasa, ce qui devrait prendre une semaine. En revanche, pour l'essence, le bateau est attendu ce 14 septembre. Le ministre des Hydrocarbures appelle la population au calme et la rassure du contrôle de la situation pour qu'elle redevienne à la normale. Ils sont frustrés, indignés. Les conducteurs et passagers ne digèrent toujours pas cette situation de la pénurie de carburant dans la capitale Kinshasa. Cette situation rend difficile le transport en commun et cause la hausse de prix de transport constatée par nos reporters. La pénurie de carburant ne laisse en voix la population quinoise, les conducteurs automobiles et mototaximens en particulier. La pénurie de carburant ne laisse en voix la population quinoise en général, les conducteurs automobiles et mototaximens en particulier. Cette situation est due au manque de transport en commun dans la capitale et a ainsi provoqué la hausse de prix de carburant. Les chauffeurs de taxi et motocyclistes se disent mécontents de cette situation pénible qui les oblige à passer des heures devant des stations-service pour se procurer de produits pétroliers.
tu vois, en minute, tu vas le banine. Ce qu'on peut 90 000. Il faut que 10 000, il faut que le carburant 80 000. 10 000 avant, on a 4 litres déjà. 10 000 avant, ça, on est. La situation est une catastrophe parce que dans la station, comme côté que la rara bataba bidon, ba mituka yango ba so tekate. Biso mituka yango ezo bougete. Finalement to sani. Hein? To tiki banda to ba mama mikolo to ko va na station banda tongo. Ba station muso bazo tekate. Rappelons par ailleurs que la cargaison transportant l'essence est attendue jusqu'au 14 septembre, assure ainsi le ministre des Hydrocarbures Didier. Retour en province où l'explosion d'une bombe artisanale a fait 2 blessés, dont un agent de l'Agence nationale de renseignement ce mardi 6 septembre à Butembo, au nord Kivu. L'engin a été piégé au bureau de la commune de Bulengera, affirme la police. La bombe a été actionnée à l'aide d'un téléphone, a indiqué le commissaire supérieur Paul Ngoma, commandant de la police nationale congolaise en ville de Butembo. L'officier de la police pointe du doigt les rebelles ADF. De l'autre côté, à Beni, un civil a été tué ce mardi par balle lors des altercations qui ont opposé le jeune au casque bleu, confirme la police. En Ituri, le leader du groupe armé Codeco et les membres de la communauté Lendu sont en réunion d'évaluation de 2 jours sur le processus de paix à travers l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé en juin dernier. C'est le vice-gouverneur de l'Ituri qui a ouvert ses travaux. Regardez. Dans sa politique de pacification de l'Ituri par une approche globale dans le dialogue communautaire, l'administration militaire chapeautée par le lieutenant-général Luboyanka Johnny a ouvert ce lundi un atelier de 2 jours sur l'évaluation de l'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par certains groupes armés, ceci sous la facilitation de la MONUSCO. 2 assises auxquelles participent les membres de la communauté Lendu et des leaders de la milice Codeco. Objectif, consolider le processus de paix pour une cohésion sociale et la sécurité en territoire de Djougou et de Mahagi, a dit le président de la communauté Lendu, basé à Kinshasa. Harmoniser nos points de vue avec le leadership de l'UNDPC Codeco sur l'autonomisation de ses membres en cette période transitoire entre son engagement de cessation des hostilités avec les FARDC et la mise en œuvre effective du PDDRCS. Secundo, le renforcement des capacités de l'UNDPC Codeco pour atteindre le standard du groupe armé organisé avec des notions de discipline militaire. Au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin a appelé le leader de la milice Codeco présent à ces assises au respect de leur engagement en privilégiant la discipline en cette période transitoire. La première des choses des détenteurs d'armes ou des militaires, c'est la discipline. La discipline personnelle, la discipline de feu et le respect d'engagement. Je vous exhorte donc à être disciplinaire et à faire discipliner les gens sous votre commandement. C'est pourquoi je vous exhorte à éviter les provocations, résister aux provocations. Des notions liées au respect des droits de l'homme et du PDDRCS, les enjeux de consultation du Nairobi 1 et 2 sont entre autres 2 points qui seront développés au cours de ces travaux. Notons que cette concertation intercommunautaire intervient après celle qui a réuni la FRPI et le FPIC. Autre actualité, célébration ce 6 septembre de la journée mondiale de l'informe, une journée qui a pour but de faire connaître auprès du grand public le risque qu'il court en étant atteint de cette maladie. Il s'agit ici de tumeurs malignes du système lymphatique responsables du développement des tumeurs au niveau des organes lymphatiques tels que les ganglions, les rate et les amygdales. Il se manifeste souvent par de fièvres pour la plupart la nuit, des frissons, de perte de poids inexpliquée et de perte d'appétit. Cette forme de cancer encore méconnue peut subvenir à tout âge et coucher tout le monde.
Le 5 septembre de chaque année est consacré à la blessure médulaire. Ces traumatismes ou lésions de la moelle épinière causés par divers accidents fait l'objet d'une attention particulière et une sensibilisation à l'échelle humanitaire. Et c'est d'ailleurs l'objectif de la consécration de cette journée qui vise le renforcement de moyens de prévention. Dans les soucis d'avoir de réponses aux questionnements sur les causes et conséquences de cette maladie, Jemima Wanja a interviewé le docteur Brice Mbaya, médecin généraliste en unité de neurochirurgie de la clinique Galima. Les médulaires sont des lésions qui surviennent au niveau de la moelle épinière. La moelle épinière, en termes simples, c'est le grand cordon nerveux qui part du cerveau, chemine tout au long du canal rachidien au niveau de la colonne vertébrale, et de là partent les nerfs périphériques. Les blessures-là peuvent être partielles. Là, on parle de section, par exemple, totale de la moelle épinière. Donc, section partielle, on parle d'hémisection de la moelle épinière, où on peut avoir aussi une contusion. Donc, on n'a pas une situation de continuité comme telle une plaie. Tout cela entraîne, de façon générale, des déficits ou des troubles neurologiques. Généralement, elles sont dues à un agent traumatique. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un traumatisme, par exemple, par arme blanche, au niveau de la colonne vertébrale, lorsqu'il y a un accident, le patient ou la personne connaît un accident, il y a un traumatisme d'abord au niveau de la colonne vertébrale, puisque la moelle épinière chemine tout au long de la colonne vertébrale par un canal qu'on appelle canal rachidien. Alors, lorsqu'on a un traumatisme au niveau vertébral, donc au niveau des os de la colonne vertébrale, cela peut aussi blesser la moelle épinière, si je peux m'exprimer de façon simple. Voilà. Parce que la moelle chemine dans le canal rachidien qui est à l'intérieur de la colonne vertébrale. Ces genres de blessures n'entraînent, de façon générale, elles n'entraînent pas directement la mort. Elles peuvent le faire si elles sont localisées au niveau de certaines régions précises, comme au niveau cervical, par exemple, la 3e et la 4e vertèbre cervicale. On peut avoir à la langue comme conséquence quasiment directe. Sachez également que toujours le 5 septembre, le monde commémore la journée de la charité consacrée à la promotion et la reconnaissance de la charité ainsi que le travail des organisations caritatives et des individus à travers le monde. Ici, en République démocratique du Congo, notre rédaction s'est intéressée aux œuvres de Caritas Congo, une organisation religieuse catholique œuvrant essentiellement dans le domaine de la bienfaisance. Question de savoir la signification qu'elle accorde à cette journée dédiée à la charité. Jemima Wanja, Bensbouanakawa. Une descente au siège de Caritas Congo à Esbel, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, était nécessaire pour savoir ce que pensent les dirigeants de cette structure sur la journée dédiée à la charité. Christian Sangamina est le coordonnateur national des urgences de Caritas Congo à Esbel. La journée internationale de la charité pour la Caritas Congo, c'est une journée de réflexion par rapport à ce que nous faisons comme travail, par rapport à ce que nous avons déjà fait comme travail. Est-ce qu'on a répondu aux besoins charitables de l'autre? Okay? Est-ce que nous faisons correctement le travail d'accompagnement en termes de charité? Parce que la charité, c'est pas seulement donner. La charité, c'est accompagner quelqu'un à devenir responsable, à se prendre en charge, n'est-ce pas? Parce que donner aujourd'hui, oui, il a mangé, et demain, et après-demain. Nous, on accompagne l'être humain dès le départ jusqu'à ce qu'il se sente assez responsable pour se prendre en charge. Quant à la question sur la politique et le rythme des interventions de Caritas Congo en faveur des tierces, le coordonnateur répond à cette... La charité, ce n'est pas seulement donner, répondre à une urgence humanitaire, mais c'est répondre, accompagner. D'où, nous, dans notre service de charité, il n'y a pas une programmation comme telle pour être charitable. Okay?
Nous travaillons en fonction des crises humanitaires, en fonction des catastrophes naturelles qui font que les besoins se retrouvent dans des situations, dans des contextes où ils nécessitent la charité des uns et des autres. Nombreuses sont les domaines d'intervention des Caritas à travers le monde. L'occasion était aussi de les découvrir. Le monde humanitaire, c'est très vaste. D'abord, Caritas Congo a trois grands services statutaires qui sont les urgences humanitaires, le développement et la santé. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous intervenons. Nous intervenons dans le WASH, c'est-à-dire eau, hygiène et assainissement. Nous apportons de l'eau. Nous aménageons de l'espace pour les personnes déplacées, retournées, qui manquent d'espace de vie. Nous travaillons dans la santé dans l'urgence. Okay? Nous travaillons également dans la distribution des articles ménagers essentiels. Parce que généralement, quand il y a une crise, quand il y a une catastrophe, les populations, pour la plupart, ils perdent tout ce dont ils disposent. Ils perdent tous leurs moyens de vie. Ils se déplacent pour la plupart. Nous leur apportons comme première assistance, d'abord ce qu'on appelle les articles ménagers essentiels, qui est composé des casseroles, couvertures, vêtements usagés, pagnes, ainsi de suite, pour assurer un peu, rétablir leur dignité humaine. Cette réalisation peut être parce que Caritas a suffisamment de moyens financiers. Par rapport au financement, je dirais, à ces jours, c'est insuffisant. Pourquoi je dis insuffisant? Il y a 10 ans, 15 ans, au niveau de l'Afrique, le Congo était parmi les pays prioritaires en termes de crise, en termes de catastrophes humanitaires, en termes de tout ça. On avait beaucoup de bailleurs. Okay? Mais actuellement, on sent que nous ne faisons plus partie des pays prioritaires en termes d'assistance, en termes d'appui financier. Ce qui fait qu'on doit batailler pour avoir des financements, pour répondre à notre mission qui est d'apporter la charité. Coup de chapeau à Caritas et que vive la charité dans le monde. Fin de ce journal, c'est tout pour ce soir. Le prochain rendez-vous, c'est demain. Au revoir.